Salut Kamaktavish. L'Amérique, c'est un continent immense et incroyable. Si on devait le comparer à un univers de jeux vidéo, on pourrait dire un peu qu'il possède tous les biotopes. Des plaines, des forêts, des montagnes, de la neige, de la plage, des lacs, etc., etc. On trouve en abondance des ressources fossiles, une flore et une faune diversifiées et des milliers de tribus et nations qui ont évolué indépendamment du reste du monde. C'est une génération aléatoire quasi parfaite qui pourrait suffire à la planète entière pour que la vie s'y maintienne. Tu connais l'histoire, ça s'est mal passé, des types sont venus en bateau et ont fait main basse sur l'Amérique. Dans cette vidéo, je te propose de remonter le temps pour essayer de comprendre comment s'est déroulé le plus grand braquage de l'histoire de l'humanité. Installe-toi bien confortablement, on va parler du vol de l'Amérique. L'arrivée des premiers hommes sur ce continent remonte à moins 20 000, voire moins 24 000 ans avant Jésus-Christ. Ils auraient emprunté le détroit de Bering pendant la grande glaciation et puis auraient migré vers le sud pour coloniser tout le continent et devenir des Amérindiens. Il y a des théories concurrentes, mais j'en parlerai pas ici. En Europe, le premier homme, c'est moins 1,8 million d'années. Mais le premier Homo sapiens à fouler le sol européen, les Homo sapiens, c'est nous, hein, c'est l'espèce des humains qu'on est nous. Donc le premier Homo sapiens, c'est moins 45 000 ans, donc à peine 20 000 ans avant la migration vers le continent américain. D'au moins 24 000 ans à moins 1000 ans, les hommes y vivent un peu en vase clos. Puis une nouvelle vague d'immigration colonise le Grand Nord pour former autour de moins 800 la culture des Dorsais, puis des Tulés et enfin les Inuits. Et donc eux, ce sont pas des Amérindiens. On pourrait les considérer comme les premiers envahisseurs, mais en fait, pas vraiment, parce qu'ils ont occupé une niche écologique qui était déserte. C'est bon, t'es toujours avec moi? Alors oui, ça fait beaucoup de dates pour un commencement de vidéo. On va résumer un peu le truc. Avant l'arrivée des Blancs, on a un espèce de méga continent parfait sur le plan écologique, occupé par deux groupes d'humains, les Amérindiens qui sont majoritaires et les futurs Inuits. Aux alentours de l'an 1000, on a le premier contact européen quand les hommes de Leif Erikson accostent à Terre-Neuve au Canada. Là, ils établissent un campement à L'Anse aux Meadows et baptisent cette terre Vinland en raison des vignes qui poussent naturellement un peu partout dans les arbres. Comme en Floride d'ailleurs à l'époque, ça pousse vraiment, ça s'entortille dans les branches quoi. Ce premier contact qui dure pas vraiment, il se passe relativement bien, même si des affrontements avec les Skrelig, alors j'en parle dans la vidéo sur les Inuits, si tu veux un peu plus de détails, va voir. Ils ont sans doute à terme quand même poussé les Vikings dehors, mais on n'est pas trop sûr. Sur le continent européen, cette rencontre, elle passe un peu inaperçue en vrai, et elle tombe carrément dans l'oubli de l'histoire avec un grand H pendant très longtemps, au profit d'un autre gars d'ailleurs, dont je vais parler maintenant. C'est un autre type, avec une simple lettre qui va sceller un peu le sort de l'Amérique. Cette lettre, elle dit que ce type en question se trouve dans un paradis naturel avec une végétation luxuriante, des rivières riches en poissons et des ressources abondantes. Elle dit aussi que les autochtones, ils sont simples, pacifiques, généreux, n'ont pas d'armes et ne connaissent pas la guerre. Ils pourraient être facilement convertis au christianisme, puis dominés et utilisés comme main-d'œuvre pour exploiter les ressources telles que, au hasard, l'or, l'argent, les pierres précieuses qu'on trouverait à profusion dans cet endroit-là. Cette lettre, elle est destinée à la reine Isabelle et au roi Ferdinand d'Espagne en 1493. Tiens, ça te rappelle rien ça? C'est un an après que Christophe Colomb ait découvert les Caraïbes en pensant être en Inde. Je te la fais courte là, parce que pour Christophe Colomb, je me réserve une vidéo dédiée à un de ces quatre et je te garantis que ça va chauffer. Et du coup, cette lettre, elle va tourner un peu dans toute l'Europe auprès des têtes couronnées, tu vois, les rois catholiques, et diffuser l'idée d'un Eldorado de ressources à saisir avec en plus, sur place, une main-d'œuvre à asservir et convertir. Pour rappel, en 1492, l'Espagne vient tout juste de reconquérir ses terres et de chasser les musulmans. Donc on est dans cette espèce de guerre religieuse qui arrange l'Église et qui va continuer de s'étendre à la terre entière. Avec cette lettre, Christophe Colomb, il est un peu l'initiateur de la déshumanisation des Amérindiens. On ne les voit pas comme des cultures à part entière, mais comme des groupements de sous-hommes, de barbares, voire carrément comme des outils. Euphorique à l'idée des richesses qu'ils vont pouvoir piller, la conquête espagnole commence. Elle se fait par le biais d'expéditions privées financées par la couronne et des investisseurs tiers qui fournissent les bateaux, l'armement et les vivres. Et alors là, pour le coup, leur devise, elle est aussi claire que leur mission.
Dios, oro y gloria, qui veut dire Dieu, or et gloire. Tu l'as compris, c'est pas des types qui vont chercher à apprendre de l'autre. Il y a plusieurs expéditions espagnoles, 3 qui seront plus ou moins des flops, ou plutôt de la cartographie, dont une pendant laquelle il est dit qu'il recherchait la fontaine de jouvence. Une autre qui va s'emparer du Guatemala et de Salvador, mais il y en a surtout 2 qui vont faire beaucoup de mal. La première se déroule de 1519 à 1521. Elle est dirigée par Hernán Cortés. Ils sont 110 marins, 16 cavaliers, 32 chevaux, 518 fantassins, 13 artilleurs avec 8 petits canons, 10 canons en bronze, 4 fauconneaux, 32 arbalétriers, 13 arquebusiers et enfin 200 Indiens et esclaves noirs comme auxiliaires de troupes. Ils rencontrent l'Empire aztèque. Fort d'une population de 15 à 25 millions d'habitants, d'une armée entraînée de 20 000 à 80 000 soldats, dont 20 000 en garnison permanente dans la capitale Tenochtitlan. En 2 ans, l'Empire aztèque s'effondre. Alors j'ai déjà eu dans les commentaires des gens qui m'ont dit « Ouais, mais c'est normal, les peuples technologiquement plus avancés, ils ont toujours pris l'avantage sur les autres. C'est un peu dans l'ordre des choses, patati patata. » Oui, c'est vrai. Mais explique-moi la différence entre un homme de 100 kg et un autre homme de 100 kg. Il n'y en a pas. Masse grasse ou muscle, une clacasse de l'un ou de l'autre, ça te décolle la tête. Moi j'aimerais voir ça. Vu? Bon, maintenant on prend, allez, au hasard, 1000 de 100 kg en armure. Et on les met contre 80 000 barbares de 100 kg aussi, mais en pagne, et qui n'ont pas encore découvert l'acier. D'après toi, il va se passer quoi? Même avec des canons et des mousquets, l'argument de l'avantage technologique dans l'effondrement des Aztèques, il tient pas. Donc il s'est passé quoi? 2 choses. La première, c'est un peu la faute des Aztèques. C'est un empire guerrier qui s'est construit au détriment des autres peuples alentours. Alors je rentre pas dans les détails parce qu'on en parlera dans une vidéo dédiée, mais il y avait quand même beaucoup de ressentiments à exploiter. Et ça, le Cortés, il avait compris. La deuxième cause, c'est l'élevage. Ouais, l'élevage en Europe. Au début de la vidéo, je t'ai expliqué que le continent américain, il s'est développé de façon indépendante vis-à-vis du reste du monde, avec sa propre faune et sa propre flore. En Europe, l'élevage s'est très vite répandu, encouragé par des espèces animales qu'on a pu domestiquer, comme les chevaux, les bœufs et les vaches, les moutons, les chèvres, les porcs, les poulets, les ânes ou encore les chats pour lutter contre les rongeurs. Et tous ces animaux, ils étaient absents en Amérique. Donc l'ensemble des zoonoses, c'est-à-dire virus, bactéries et parasites qui sont passés de l'animal à l'homme à cause de la proximité des troupeaux, ils n'ont jamais touché les populations d'Amérique en plusieurs milliers d'années. Alors qu'en Europe, elles ont littéralement massacré des centaines de milliers, voire des millions de personnes, opérant une gigantesque sélection naturelle au fil des siècles. Mais c'est pas tout. Autour de ces animaux d'élevage, il y a tout un microcosme de puces, de mouches et autres miasmes qui eux aussi transmettent des maladies et viennent avec les conquistadors. Je t'ai dit, l'inverse est vrai aussi. La syphilis par exemple, c'est une maladie qui existait qu'en Amérique et qui sera ramenée en Europe par Colomb et ses hommes quoi. Donc l'Empire aztèque, il est d'abord ravagé par les épidémies. Sur l'année 1520, on parle de 40 à 50% de sa population décimée par la variole. Puis entre 1519 et 1600, c'est littéralement 90% de la population du Mexique central qui meurt de la rougeole, de la grippe, du typhus ou encore de la diphtérie. En 1521, l'année de la victoire finale de Cortés sur les Aztèques, il ne reste qu'un Aztèque sur 2. Donc on va dire 10 millions de citoyens et 40 000 soldats. C'est toujours pas mal, tu me diras, contre 1000 hommes espagnols. Oui, mais imagine-toi l'endroit dans lequel tu vis, une ville ou un village, peu importe, et d'un seul coup tu fais une Thanos, tu divises la population en 2. Thanos, si tu connais pas, c'est un méchant Marvel qui a une espèce de gant magique qui lui permet de tuer une personne sur 2 dans l'ensemble de l'univers en faisant un claquement de doigts comme ça. Et là, pas de bol, ça tombe sur le seul prêtre de l'église. Donc tu n'as plus de cérémonie. Les épidémies, elles frappent un peu n'importe comment, donc tu as 2/3 des forces de police en moins, 1/4 des magasins qui n'ouvriront plus jamais, la moitié des médecins qui sont canés, la moitié des enseignants sont manquants, donc l'école ne fonctionne plus, il faut que tu gardes tes mioches quoi. Les centrales nucléaires manquent de personnel pour les faire fonctionner,
les chaînes d'approvisionnement de nourriture font vite défaut, quoi, hein, et la plupart des gens pleurent des personnes disparues. Du coup, tu as tout le tissu social et sociétal qui s'effondre rapidement. Le liant de la civilisation, il disparaît en même temps qu'une profonde détresse et une dépression générale s'installe. Tu rajoutes à ça des prophéties qui donnent un avantage tactique aux Espagnols en les déifiant et paf, t'as le fruit rouge d'un empire à accueillir, quoi. Une giga coalition d'autochtones anti-aztèques dirigée par les Espagnols va finir le travail. À la chute de la capitale Tenochtitlan, Cortés fait raser la ville et construit Mexico. La seconde expédition sera celle qui scellera le destin de l'empire Inca. Un empire centenaire dont la population avoisine les 8 à 14 millions d'âmes pour une armée capable de mobiliser entre 100 000 et 200 000 soldats. Mais c'est une armée qui est spécialisée dans la guerre montagnarde. Ça paraît plus petit que les Aztèques en termes d'armée, mais il faut voir la topographie du territoire Inca, c'est que des montagnes. Donc arriver à mobiliser 100 000 à 200 000 soldats spécialisés dans ce type de guerre, c'est une sacrée prouesse quand même. Par chance, décidément, les Espagnols, les astres étaient alignés pour eux. La cour de l'empereur Huayna Capac et lui-même sont morts de la variole une année plus tôt. Donc en 1532, quand Francisco Pizarro arrive avec 200 hommes, l'Empire il est déjà bien déstabilisé. Il tend un piège à l'empereur Inca Atahualpa, le capture, le rançonne, mais le fait quand même tuer. Puis en intriguant avec les ennemis des Incas, comme pour les Aztèques, il finit par renverser cet empire. 1 an, ça n'aura pris qu'une année, le bordel. Le travail forcé, voire l'esclavagisme, la malnutrition, les conditions de travail dans les mines renforcent encore plus l'impact des épidémies. Et en 1620, on estime entre 93 et 96% la mortalité des autochtones dans l'ancien empire Inca. C'est la naissance de la Nouvelle-Espagne et de l'exploitation du continent américain par les Européens. De 1492 à 1580, on peut dire que les Espagnols sont plutôt tranquilles en Amérique. C'est le siècle d'or espagnol dont l'argent inondera littéralement l'Europe. Pour exploiter les ressources en Amérique, ils reprennent d'abord le système de la mita, qui est une sorte de une forme de travail forcé mis au point par les Incas. Puis c'est l'encomienda qui permet aux encomenderos, c'est un peu les colons quoi, d'exploiter les terres et les populations indigènes en échange de leur évangélisation. L'exploitation des mines ne se fait plus à ciel ouvert, mais par des galeries souterraines qui sont meurtrières, dont on n'évacue pas toujours les cadavres d'ailleurs. Les maladies, le travail, la malnutrition et les mauvais traitements, ça engendre énormément de morts. Donc face à la pénurie de main-d'œuvre, l'Espagne met en place le système de repartimiento qui impose une sorte de rotation, tu vois, pour les travailleurs, 2 semaines dans les champs, 5 semaines dans les mines. 5 semaines dans les mines, ça repiquait quand même. Finalement, l'effondrement démographique des populations indigènes, il est tellement important que l'Espagne fait appel à l'esclavage venu d'Afrique pour colmater un peu le manque de main-d'œuvre. À ce moment-là, on peut presque dire que les populations autochtones du Sud sont éradiquées en voie de disparition ou d'assimilation. Pendant ce temps-là, en Europe, c'est le bordel. Comme toujours, ça se fout sur la tronche. Les têtes couronnées, elles jouent un peu à risque pendant que les populations survivent tant bien que mal. Mais la réussite espagnole, elle fait des envieux. Et à partir de 1580, l'Angleterre tente sa chance en Amérique. Après tout, pourquoi elle ne pourrait pas avoir une part du gâteau puisque c'est si facile à prendre? Ils mettent donc un pied dans la baie de Chesapeake. C'est dur. C'est très très dur, les colons meurent, ça se passe pas bien du tout. Ils n'arrivent pas à se nourrir et les premières tentatives sont un échec. Jusqu'en 1607, date à laquelle la première colonie anglaise, Jamestown, s'implante. C'est le début de l'aventure anglaise en Amérique. Eux, ils cherchent pas seulement à prendre de l'or, ils considèrent ces colonies un peu comme une extension du royaume d'Angleterre. Donc ils vont installer sur place une réplique de l'administration et de la vie anglaise, alimentée par des convois maritimes qui apportent matériaux, vivres, colons, animaux, etc., etc. et qui en profitent pour ramener ce qu'ils ont pillé. Très rapidement, ils vont entrer en contact avec des Amérindiens, curieux et bienveillants dans un premier temps. Les deux camps cohabitent dans la tolérance. Ils se prêtent même main forte par moments, comme quand les Wampanoag
Ils apprennent aux colons de Plymouth à planter du maïs, à chasser ou encore à pêcher. Petit aparté ici, alors deux trucs, quand j'étais aux États-Unis, j'ai visité une reconstitution de la première colonie de Plymouth et d'un village Wampanoag. C'est con parce que j'ai plus les images, sinon je te les aurais montrées. Je vais t'en mettre quand même quelques-unes que je vais choper sur le net. Mais si jamais tu as l'occasion d'aller voir ça, que tu vas aux États-Unis visiter, c'est sur la côte Est du coup, c'est génial, tu as des acteurs natifs qui simulent la vie telle qu'elle a pu être à l'époque. Tu peux rentrer dans une maison longue, il y a aussi de mémoire des wigwams, mais je me rappelle plus très bien, je crois que oui. Et franchement, c'était vraiment cool. À l'intérieur, tu avais un petit feu avec une femme wampanoag en habit traditionnel, à qui on pouvait poser toutes nos questions. On pouvait goûter la nourriture aussi. Où sont les poulards? J'ai faim! Franchement, c'était super le truc, un vrai voyage dans le temps. Je te le recommande à 2000% si tu peux y aller, quoi. Je me sentais un vrai colon, tu sais, t'as les canons et tout, c'est vraiment rigolo le truc. Tu peux même visiter une réplique du Mayflower, le bateau qu'ils ont utilisé pour venir en Amérique du coup, mais c'est pas à côté, par contre, il faut prendre la voiture. Et le machin, c'était une vraie coque de noix, je te jure, je sais pas comment les mecs, ils ont vécu à 100 pendant 2 mois là-dedans, Moi, 5 minutes à l'intérieur, j'avais déjà le mal de mer, quoi. Bref, et le deuxième truc que je voulais te partager, c'est la mini-série Saints and Strangers. Si tu l'as pas vue et que l'histoire de la colonie de Plymouth et des Wampanoag t'intéresse, je t'invite à la regarder parce que c'est un régal. Elle est super bien faite. Peut-être j'en ferai la critique un de ces 4, j'en sais rien. Et voilà, je te la recommande, elle est vraiment cool. Bref, on retourne à la vidéo. Donc ces Anglais-là, les premiers arrivants, c'est des extrémistes religieux, les types, pour la plupart. Et ils ne voient en ces sauvages d'Indiens qu'un retard d'évolution flagrant et ont au mieux de la pitié, au pire une volonté farouche de les remplacer le plus rapidement possible. Sauf qu'à ce moment-là, malgré les épidémies qui ont ravagé les autochtones, décimant des tribus avant même qu'ils ne voient le premier blanc, ils sont en infériorité numérique les Anglais. Et en plus, il n'y a pas d'or. À peu près la même période, bon, forcément, les Anglais le font, donc la France, elle y va aussi. Les Français, ils débarquent au Canada. Ils ont récolté de l'information grâce à de nombreuses expéditions et comptes rendus de coureurs des bois ou d'explorateurs déjà bien implantés dans les tribus. Mais ils n'installent pas vraiment des colonies, c'est plutôt des comptoirs commerciaux de traite de fourrure pour alimenter la demande européenne. À titre de comparaison, en 1663, on estime la population française en Amérique à environ 3000 personnes, contre 80 000 dans les colonies anglaises. Puis en 1760, 70 000 Français contre 1,5 million d'Anglais. C'est un modèle complètement différent, basé sur le commerce plutôt que l'agriculture et l'appropriation des terres. Que ce soit les Français ou les Anglais, ils tissent des liens avec les populations autochtones et profitent un peu des querelles ancestrales pour amplifier les conflits entre tribus, faire jouer la concurrence et en tirer toujours plus d'avantages. D'un côté, les Français sont amicaux et collaborent volontiers avec les indigènes, notamment les Hurons et les Algonquins. De l'autre, les Anglais sont plus transactionnels, quoi, tu vois, ils échangent de l'argent contre des services, du mercenariat, etc., etc. Mais le problème des Anglais par rapport aux autres, c'est qu'ils ont besoin de toujours plus de terres. Donc les alliés d'hier sont les ennemis de demain. C'est le cas par exemple des Wampanoag, alliés au début par nécessité, parce que les mecs ils crevaient la dalle, puis ennemis parce qu'occupant des terres qui intéressent les Anglais, déclenchant la fameuse guerre du roi Philippe, dont on parlera plus en détail dans une série dédiée. Finalement, le reste de l'Europe s'y met aussi, et au final, on a rapidement une espèce de patchwork de colonies en Amérique qui ont des objectifs différents qu'on peut résumer ainsi. Pour l'Espagne, c'est full extraction des ressources minières et conversion au catholicisme. Le Portugal, lui, il exploite le bois au Brésil et des plantations de canne à sucre. La France, on l'a vu, elle crée des comptoirs de traite de fourrure et des alliances militaires pour assurer leur défense à ces comptoirs. Les Pays-Bas, eux, c'est un peu la même stratégie que la France, mais avec beaucoup moins de succès, puisque ça reste centré sur New York et l'Hudson River. J'en parle dans la série des Mohicans, si ça t'intéresse, j'en parle un peu plus en détail. Je te la mets dans les fiches en haut. Les Russes, on ne sait pas trop. Ils avancent un peu vers l'Alaska, mais on ne sait pas trop ce qu'ils cherchent à faire. Et enfin, les plus dangereux, les Anglais, qui eux créent des colonies agricoles avec un peuplement massif qui vient concurrencer les autochtones et les repousse toujours plus à l'ouest. C'est un genre de grand remplacement. Le truc des Anglais, c'est qu'ils considèrent que les terres sont vacantes parce que non occupées quand ils décident de s'y installer. Sauf qu'elles font souvent partie d'un territoire de chasse, d'une zone de retraite en hiver ou en été, ce qui déclenche des guerres, comme celle des Pécots en 1637 ou encore
la révolte de Pontiac en 1763. Je te le disais plus tôt, les Anglais, c'est des puritains, des extrémistes religieux, donc il n'y a pas de métissage. Il y a carrément une frontière idéologique, voire carrément biologique, entre un Anglais et un Indien. Donc il n'y a pas d'amis. Il y a des alliances temporaires, comme celle avec les Iroquois pendant la guerre de 7 ans, mais une fois fini, les Anglais ils trahissent cette alliance. En réalité, ils violent tous les traités signés avec les indigènes, contrairement à d'autres nations comme la France, qui conservent des amitiés pendant toute leur présence sur le continent. Mais ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Les Anglais, c'est un peu la tumeur qui est en train de grossir. Mais les autres, c'est pas mieux. C'est des espèces de gros furoncles qui purulent et qui déclenchent un véritable effondrement des dominos géopolitiques de tout le continent, et ce avant même que l'ensemble des nations amérindiennes rencontrent les Européens. Les Français, par exemple, pour s'emparer de la rivière Fox, qui permet de redescendre jusqu'au Mississippi et ainsi d'avoir un avantage, un atout dans la traite de fourrure, ils n'hésitent pas à massacrer, à exterminer. C'est un pur génocide des Mescaquis pendant la Seconde Guerre du Renard en 1728. Les armes et objets en métal s'échangent à prix d'or, les matériaux européens supplantent l'artisanat tribal et les échanges commerciaux entre tribus sont concurrencés par les colons, boostés par une idéologie européenne, le capitalisme. Les alliances durables ou temporaires de tribus avec les Blancs donnent un avantage militaire implacable dans les guerres, conduisant à l'extermination des Pécos, des Hurons, des Mohicans, des Timucua, des Powhatan, et la liste est loin d'être exhaustive. Côté espagnol, c'est pas mieux, les Pueblos, les Apaches se font littéralement décimer. Les uns par l'esclavagisme et l'oppression des missionnaires, les autres par des nouveaux venus, les Comanches, qui possèdent un avantage concurrentiel introduit par les Espagnols, le cheval. Cheval qui va se répandre petit à petit dans tout le pays, modifiant les cultures des nations telles que les Cheyennes, les Lakota ou encore les Arapaho, qui à leur tour vont peser sur des tribus non pourvues en chevaux ou armes à feu. Pour te donner une image, c'est un peu comme si tu avais c'est comme un feu de brousse. Tu as une espèce de ligne de feu qui avance toute seule, on va dire d'est en ouest et du sud au nord, et à mesure qu'elle progresse, elle brûle tout ce qu'elle touche. Bon, cette ligne de feu, il faut voir ça un peu comme l'impact européen sur les cultures amérindiennes, une fois touchées, et elles le seront inévitablement. Elles sont changées pour toujours. Les Anglais et les Français, qui ne peuvent pas se taper dessus en Europe, ils le font par extension en Amérique. Donc de 1756 à 1763, c'est la guerre de 7 ans. Alors je te mets une carte là, pour que tu te rendes compte un peu du truc. C'est une sorte de proto-guerre mondiale. Et sur le continent américain, ça se traduit par une violence extrême entre les nations amérindiennes engagées dans le conflit. Pourquoi? Parce qu'ils s'affrontent pour la première fois avec des pratiques de guerre européennes, c'est-à-dire une volonté d'annihilation de l'autre camp. La haine avait déjà commencé quelques années auparavant avec les guerres du castor, qui, à cause des chasses à outrance pour alimenter les comptoirs commerciaux, avaient vu les populations de castors s'effondrer un peu partout, poussant les tribus à s'affronter avec sauvagerie dans l'espoir de s'accaparer de nouvelles zones de piégeage, En 1762, la France possède le territoire le plus important de tous les pays européens. Mais malgré les nombreux forts militaires, elle ne le contrôle pas par la force, cette superficie qui finalement est toujours très peu peuplée en citoyens français. C'est les alliances avec les Premières Nations et aussi le manque de capacité militaire des autres pays qui lui permet de conserver ce territoire. Comme le dira l'historien Gilles Havard, la France a rêvé d'un continent mais n'a bâti qu'un empire de fourrure et de symboles. En 1763, la guerre de 7 ans est perdue par la France qui doit céder la plupart de son territoire américain, dont le Canada qui passe anglais. Et là, il y a carrément une chasse à l'homme qui s'opère par les Anglais pour se venger des tribus qui ont aidé les Français ou encore faire payer les Acadiens. On a même des dérives liées aux primes au scalp à cette époque. J'ai fait une vidéo qui en parle un petit peu, je te la mets là-haut. Et paradoxalement, le pays qui sort son épingle du jeu, c'est l'Espagne, qui récupère au passage la Louisiane et va même aux alentours de 1792 avoir une frontière commune avec la Russie,
qui dispose d'un bout de l'Alaska. Mais avant, pour les Anglais victorieux, on pourrait se dire, bon, c'est bon, ils vont s'emparer complètement des Amériques. Mais en fait, non. Cette guerre, elle a coûté l'équivalent de 100 milliards d'euros actuels, hein, soit 156 milliards de dollars canadiens ou 109 milliards de dollars américains. Donc pour compenser cette ruine, hein, la couronne, elle taxe les 13 colonies. Les Américains, ils en ont ras-le-bol, ils ne sont pas représentés au Parlement britannique, ils se révoltent. La France, humiliée en 1763, se délecte et soutient allègrement les insurgés contre l'Empire britannique. Une fois encore, les nations amérindiennes sont largement impliquées dans ce conflit. Les deux camps leur promettent monts et merveilles contre des forces combattantes, des éclaireurs ou encore des raiders pour terroriser l'autre camp. Cherokee, Creeks, Hurons, Shawnee, Lenape, Oneida et beaucoup d'autres prennent part à cette guerre d'indépendance. De 1775 à 1783, les insurgés se battent. Les Indiens meurent, les Anglais meurent, les Américains meurent. Et finalement, grâce à la France, au corps expéditionnaire de Rochambeau, qui renforce de 6000 soldats les troupes de Washington, qui est le général américain, grâce aux canons français, grâce aux ingénieurs français qui construisent les tranchées, et à la flotte de l'amiral français de Grasse, qui bloque les renforts de Cornwallis, la bataille de Yorktown et la reddition de Cornwallis achèvent cette terrible guerre. Est-ce que j'ai dit que c'était grâce aux Français? Pour les Premières Nations, c'est une catastrophe. L'Angleterre cède la propriété exclusive des territoires aux USA sans même consulter ses anciens alliés amérindiens qui vivent toujours sur ces terres. L'historien Colin Calloway écrira « La Révolution fut pour les Autochtones une guerre de perte, quelle que soit la faction choisie ». Et c'est un schéma qu'on retrouvera systématiquement dans toutes les guerres futures. Les tribus en ressortiront affaiblies, dépouillées, voire carrément déportées. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que la France, qui pensait tenir sa revanche contre l'Angleterre, aggrave sa dette nationale à cause de l'effort de guerre. Et cette dette, elle va enclencher une réaction en chaîne qui va conduire à la Révolution française en 1789. Sacré retour de bâton quand même. En 1783, les États-Unis remplacent donc les 13 colonies. Et selon le traité de Paris, ils revendiquent les terres au nord de l'Ohio, ignorant totalement les droits des nations autochtones qui y vivent. Forcément, ça se passe pas si facilement. Les Shawnee, les Miami, les Lenape, les Wyandot, et encore d'autres que j'oublie, ils créent la Confédération occidentale et refusent de céder leur territoire. Les Américains prennent deux déculottées majeures, la pire étant celle de la catastrophe de Sinclair en 1791, quand le général Arthur Sinclair mène une armée, écoute-moi ça, de 1400 hommes pour vaincre la Confédération. Mais il tombe sur Little Turtle, qui est un chef Miami, et Blue Jacket, qui est un chef Shawnee. Ce jour-là, Sinclair y perd 800 soldats. C'est la pire défaite américaine de l'histoire face à des autochtones. Cette guerre se conclut en 1794 après que les Anglais, occupés à attaquer la France révolutionnaire, aient stoppé leur soutien logistique aux autochtones et qu'une réforme permette en parallèle au général Anthony Wayne de remporter la bataille de Fallen Timbers. En 1795, c'est une capitulation forcée. Little Turtle dira « Nous avons été trompés. On nous prend nos terres sous prétexte d'achat, mais c'est la force qui décide. » Les 2/3 de l'Ohio sont achetés, soit 25 000 km². Il y a un truc qu'il faut comprendre dans les guerres indiennes. Quand l'armée se bat, l'armée américaine, c'est comme les Européens. C'est une guerre totale, une guerre de destruction, quasiment une politique de terre brûlée. On cherche à éradiquer les forces adverses dans leur territoire. Donc sur le front, l'armée se bat, et à l'arrière, des millions de colons sont mobilisables par le biais des milices ou des coups de pub de l'armée qui proposent des contrats d'engagement relativement courts avec une solde attrayante quand même. Il y a l'armée fédérale, celle qui est globale au pays, et il y a les milices des États, qui sont des armées parfois aussi bien, voire mieux équipées que l'armée fédérale, mais qui répondent aux lois et volontés des États, genre la Géorgie, Massachusetts, etc. etc. C'est des renforts que le gouvernement américain peut choisir d'engager à tout moment contre paiement. Côté amérindien, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Premièrement, la démographie. Malgré la vision candide du bon sauvage adapté à son environnement qu'on peut avoir des premiers peuples, c'était une vie qui était dure. Une vie de survie avec de la concurrence entre les tribus, des accidents climatiques qui provoquaient des famines, des épidémies qui ont redessiné la culture des nations,
des déséquilibres géopolitiques liés, comme on l'a vu, à l'acquisition du cheval ou des outils en métal, puis des armes à feu. Donc en termes de population, ils étaient en infériorité. Les Amérindiens, ils n'ont jamais trouvé des conditions de vie aussi favorables que celles que se sont créées les humains sur le vieux continent avec l'agriculture et l'élevage de masse. Aussi exceptionnel soit le continent américain, il n'y a eu que peu de grandes civilisations conquérantes pour réduire la diversité des cultures et surtout unir les peuples. Je te parlais des Aztèques, des Incas, et on a fait l'impasse un peu sur les Mayas parce qu'à l'arrivée des Européens, ils étaient déjà un peu sur la pente descendante, quoi. Mais peut-être qu'avec 200 ans de plus, on aurait assisté à des mouvements civilisationnels comme on l'a vu dans le reste du monde. La diversité ethnique et les conditions de vie difficiles ont permis à ce continent de rester relativement équilibré avec des tribus qui se sont autorégulées au fil du temps. Les croyances en l'appartenance à la terre, la vie tribale qui fait de chacun un membre important du groupe ont forcément un peu limité les ambitions individuelles au global, là où dans le reste du monde, elles ont permis de constituer des empires conquérants. À titre d'exemple, le conflit dont on vient de parler, qui oppose la Confédération occidentale aux États-Unis, engageait des tribus dont la population totale avoisinait les 50 000 à 75 000 Amérindiens contre 5,3 millions d'Américains. Et là, tu te dis, ouais, mais c'est parce que ces tribus-là, elles n'étaient pas nombreuses. Si tous les Amérindiens avaient voulu, ils auraient attaqué les États-Unis et repris leur pays. En fait, avant les premiers contacts avec les Européens et donc les maladies, il y avait en Amérique du Nord, donc l'actuel États-Unis, 5 millions d'Amérindiens. Ça, c'était pendant la période d'isolement du continent. Au moment où le conflit dont on parle se déroule, entre 1784 et 1794, il ne reste que 600 000 Amérindiens dans toute l'Amérique du Nord. Je ne sais pas si tu te rends compte du truc. 600 000, c'est pas 600 000 guerriers. Au global, ils sont plus très nombreux. D'autant plus que toutes les tribus ne sont pas des tribus combattantes. Donc côté Oncle Sam, on peut se permettre de perdre des grosses batailles parce qu'on peut reconstituer les troupes assez rapidement. Côté indien, c'est pas du tout la même chanson. On est plutôt sur des batailles défensives. On évite les gros affrontements pour privilégier l'embuscade. D'autant plus qu'avant 1800, on est toujours sur un combo arc, flèche, fusil. Les munitions et la poudre, ça coûte cher et surtout, on ne peut pas remplacer les guerriers qui sont tombés. Donc l'usure de guerre, c'est pas du tout la même. Le temps qui passe favorise les États-Unis. On est donc en 1800, la jeune nation est dans l'équation depuis une petite dizaine d'années. C'est un pays qui est endetté, qui est en sursis, qui pense que les pouvoirs européens vont tenter de la renverser dans un futur proche. Surtout que la jeune République française a vaincu la méga coalition européenne qui cherchait à remettre une monarchie aux commandes. C'était genre une croisade du monde entier contre la France et c'est à un jeune général, Napoléon Bonaparte, qu'on doit la victoire. C'est à cette occasion, la rouste qu'on a mis à toute l'Europe, que la France récupère auprès de l'Espagne la Louisiane qu'elle avait perdue après la guerre de 7 ans. Donc pour les Américains, l'attention européenne pourrait éventuellement de nouveau rebasculer sur l'Amérique. 1802, Bonaparte est nommé premier consul, c'est un peu l'homme fort du moment. Aussi, au printemps 1803, 2 politiciens américains, dont James Monroe, futur président américain quand même, en visite à Paris, concluent la meilleure affaire immobilière de leur vie. D'un simple frottement de plumes sur un papier, leur pays a doublé de taille, le tout pour 15 millions de dollars. En réalité, plutôt 23 millions en comptant les intérêts. Mais dans cette transaction, appelée l'achat de la Louisiane, les États-Unis n'ont pas réellement acheté ce territoire à la France. La France, qui possédait la propriété juridique, n'en contrôlait pas réellement le territoire. D'ailleurs, pas plus que l'Espagne avant elle. Ce que les États-Unis achètent en réalité, c'est plutôt la bienveillance de la France vis-à-vis de leur projet de colonisation de cette immense étendue qu'est l'Amérique du Nord. Parce que je le rappelle, les États-Unis, c'est une jeune nation qui est faible, sans grosse armée et avec un complexe d'infériorité colossal et surtout une paranoïa sans limite. Ils ont peur de l'Angleterre et de l'Espagne qu'ils pensent tous deux capables de les renverser. Alors qu'en fait, l'Angleterre restera embourbée militairement et économiquement dans les guerres napoléoniennes et l'Empire d'Espagne n'est plus du tout capable de tenir et de protéger ses possessions. Mais ça, personne ne le sait encore, à part peut-être Napoléon. Et donc cette transaction signifie essentiellement que la France ne mettra pas de bâton dans les roues et laissera le nouvel empire, les États-Unis, coloniser la région sans interférence. Sauf que la région ne leur appartient pas. La propriété du sol, c'est une notion bien européenne qui n'avait pas cours en Amérique. Donc ils sont bien gentils les Américains.
Mais c'est avec les premiers peuples qu'il aurait fallu dealer, et pas avec les Français. Ce continent appartient à de nombreuses tribus autochtones, interconnectées par des réseaux d'échanges et des langues régionales, des traditions et des croyances. Mais ça, pour les Américains de l'époque, c'était au mieux un détail, au pire de l'ignorance. N'oubliez pas que ces Américains-là sont avant tout des citoyens des 13 colonies. Beaucoup sont nés sur le sol américain, mais la mentalité originelle des Anglais reste fondamentalement la même. Avec une nuance néanmoins, c'est une espèce de volonté expansionniste avec deux grands moteurs. Le mythe de la frontière, qui est perçu comme un espace à conquérir, et celui de la destinée manifeste, qui fait du peuple américain un peuple élu dont la mission est de faire fructifier la terre de l'Atlantique au Pacifique. Les États-Unis, ils savaient que cette terre ne leur appartenait pas et qu'ils devaient l'acheter aux populations locales. D'un autre côté, la doctrine chrétienne, selon laquelle les terres non exploitées par des Européens étaient terra nullius, ce qui veut dire terre sans maître, s'applique toujours aux USA. Et fun fact d'ailleurs, cette doctrine de la découverte a été abolie par le Vatican en 2023 en reconnaissance du tort qu'elle a causé. Il était temps. Mais leur grand plan initial, dans l'idée c'était de faire les choses différemment. Pas comme les anciennes puissances impériales dont ils venaient tout juste de se libérer. George Washington était d'ailleurs déterminé à ce que l'administration gouvernementale des affaires indiennes soit entièrement guidée par les grands principes de justice et d'humanité. Mais ça, c'est le truc typiquement américain. T'as le packaging qui est toujours irréprochable, le slogan est vendeur, et puis derrière, t'as les actionnaires, t'as la bourse et t'as les enfants qui travaillent. Bon, c'est un peu hardcore comme comparaison, mais c'est comme chercher à augmenter la croissance d'un pays tout en parlant de transition écologique. Dans un monde fini, c'est un peu antinomique. Washington, il avait ses belles envolées lyriques, mais dans les faits, il poussait pour coloniser l'autre côté de la frontière, soutenu par une science, la même que les nazis finalement, qui séparait les Américains des indigènes. De toute manière, pas spécialement capable d'écraser tous les peuples autochtones pour prendre leurs terres, les États-Unis, plutôt que la conquête, optent dans un premier temps pour la négociation. Ça coûte moins cher. Ils signent des traités formels avec les nations autochtones et ensuite ils payent pour leurs terres équitablement. Après tout, c'est un pays dont le document fondateur met en avant la justice, l'égalité, le bien-être et la liberté. Même si je te garantis qu'on pourrait faire une vidéo dédiée sur le sujet, comme le dira l'historien Edmund Morgan, l'Amérique est née de l'esclavage autant que de la liberté. En réalité, la déclaration d'indépendance, c'est avant tout un acte de propagande révolutionnaire qui justifie le soulèvement des Américains par opposition des monarchies européennes. Aujourd'hui, c'est un peu devenu une arme rhétorique pour les opprimés qui peuvent la réinterpréter comme un livre religieux, et en fait, c'est là le génie des Américains. Encore une fois, le packaging, proposer un document fondateur ouvert à la réinterprétation qui permet à chaque génération de se battre pour un pays plus juste, un combat éternel du bien contre le mal finalement. Quoi qu'il en soit, le nouveau pays est attractif et les Européens y affluent. Le gouvernement conclut des accords avec les tribus permettant à ces nouveaux immigrants de s'installer sur leurs terres. Au début, le processus est relativement pacifique et transactionnel. Les États-Unis offrent de la nourriture, des couvertures, des équipements agricoles, de l'argent en échange de la propriété de ces terres. Et sans surprise, de nombreuses tribus refusent de quitter leurs terres ancestrales pour quelques outils. C'est là que les idéaux de justice et d'humanité de George Washington et du gouvernement en général commencent un peu à s'effriter. Les États-Unis devenant une nation plus puissante, ils ont besoin de plus de terres pour leur population en plein essor. Les colons intolérants au possible sont devenus impatients et le gouvernement a donc commencé à plier pour accélérer un peu les choses. Alors que le concept de tribu civilisée commençait à s'installer, avec notamment les Creeks, les Cherokees, les Chicachas, les Chactas et plus tard les Séminoles. Quand je dis civilisé, c'est que ces tribus ont accepté de transitionner vers un mode de vie occidental, que ce soit par l'habillement, le mode de vie, voire carrément la religion. Ils sont devenus de bons sauvages intégrés
Même si, en réalité, hein, pour l'Américain moyen, le citoyen lambda, hein, un Indien reste un barbare qui fait semblant. Le tomahawk n'est jamais bien loin. Mais ça roule. Tu te souviens quand je te parlais de la pétoche des USA vis-à-vis de l'Espagne? Ils s'imaginent qu'en coulisses, ce pays est en train de monter une coalition pour attaquer la jeune nation par le Mississippi. C'est des paranos, je te dis. Sauf qu'à cette époque, la Floride, elle est encore espagnole. Et effectivement, c'est un point d'entrée possible. Facile d'accès aux Européens qui, en plus, à l'époque, hein, ils ont Cuba. Si ça t'intéresse, je donne plus d'infos et de contexte dans la série sur les Séminoles. Va voir, elle est vraiment géniale. Donc en 1817, les États-Unis prétextent subir des raids indiens depuis la Floride pour s'octroyer le droit d'aller pacifier tout ça puisque l'Espagne ne semble pas réagir. 600 sacos. Y dije yo, señora, no eran botellas de aceite. En réalité, c'est un petit stress test pour tâter le terrain vis-à-vis de ce soi-disant empire espagnol. Et ma foi, ben ça marche. L'Espagne est bidon. Aucune résistance, donc les USA vont aller plus loin. Et ça va déclencher 3 guerres. La première de 1817 à 1818, qui est une petite promenade du futur président Andrew Jackson. Puis la seconde de 1835 à 1842, pendant laquelle les Américains vont prendre des roustes, mais des roustes, pas par l'Espagne, hein, mais par le peuple qui y vit, les Séminoles. C'est là que l'armée américaine va lentement évoluer pour développer les bases d'un modèle de guerre, l'irregular warfare, la guerre sale quoi, hein, qui sera beaucoup plus adapté pour lutter contre la guérilla. En Floride, les Américains ils tombent dans des extrêmes que même les Européens n'avaient pas osé appliquer. Destruction systématique de villages, esclavagisme des femmes et des enfants, chasse des Séminoles avec des chiens de chasse, trahison des pourparlers, à plusieurs reprises en plus, hein, déportation, etc., etc. La Floride est récupérée par les USA qui créent une sorte de réserve pour les Séminoles. Une réserve qui est dans le centre de la Floride, loin des côtes et des plaines fertiles. Puis la propagande anti-indien bat son plein. Les colons, ils affluent en Floride hein, et violent la frontière délibérément pour récupérer tout Indien affichant des traits négroïdes qu'ils revendent aux plantations de coton. Blancs comme Indiens sont parfois tués, hein, ce qui crée un sentiment d'insécurité d'un côté comme de l'autre. Le président Andrew Jackson, qui n'aime pas du tout les Indiens, hein, parvient à faire voter sa loi, l'Indian Removal Act de 1830. Et là, ben, les nations dites civilisées, hein, les Cherokees, les Creeks, les Choctaws et Muskogee, puis plus tard les Séminoles, sous prétexte que les Indiens de Floride sont hostiles, redeviennent tous des Indiens, des sauvages aux yeux du gouvernement. L'argent des contribuables est utilisé pour déplacer les tribus de l'Est vers les Grandes Plaines, un territoire jugé inhospitalier avec la promesse qu'on ne les dérangerait plus. C'est les fameuses pistes de l'arme, une main devant, une main derrière et ciao bon vent, vos terres on les prend pour faire du bise. Oui, parce qu'en plus de s'être extrêmement bien intégrés, hein, d'avoir littéralement adapté leur culture à la société blanche avec une vitesse déconcertante, hein, les nations civilisées commençaient à sacrément concurrencer économiquement les planteurs de coton blanc. Les planteurs qui sont blancs et qui font du coton blanc. Putain, ma phrase, elle est trop mal écrite. La Seconde Guerre est perdue par les Séminoles hein, à cause du manque de guerriers et la disparition de leaders forts et charismatiques comme Osceola. Franchement, je t'invite à regarder la série, c'est bourré de génie militaire et d'audace. En 1845, d'un commun accord, hein, sans l'avis des autochtones, les États-Unis, ils annexent le Texas. Alors l'histoire du Texas, elle est un peu drôle. Hein. À la base, c'était mexicain. Mais le Mexique, il avait du mal à peupler ce territoire. Et ils étaient embêtés par les Comanches. Donc le Mexique, il a vendu des concessions pour que des Anglais s'y installent en pensant réduire le problème indien à moindre coût. Finalement, les Anglais, ils ont pullulé hein, et ils se sont rebellés et ont proclamé l'indépendance de la République du Texas en 1836. À croire que les Anglais et les Français, on a une tendance naturelle à la rébellion. Puis c'est en 1848, à l'issue de la guerre contre le Mexique, que la Californie et le Nouveau-Mexique passent aux États-Unis. Donc tu vois, les Américains, depuis le début de leur existence, ils font la guerre contre tout et tout le monde. C'est bien simple. Si on prend de 1776 à 2023, ils ont été 227 ans en guerre pour 21 ans en paix.
soit 90% de leur histoire à se battre. Si on compare à l'Espagne, qui n'est pas non plus un exemple, hein, c'est 60% de son histoire avec 325 ans de guerre. Les Anglais, c'est 42% avec 400 ans de guerre. Quant à la France, c'est 68% de son existence en guerre, soit 800 ans. Mais revenons à l'Indian Removal Act. Après des années de négociations, des rallonges de temps, de moyens, les Séminoles n'acceptent pas d'être déportés. Ils sont têtus et surtout très attachés à leur terre, fiers de leurs racines, et ils préfèrent rester vivants ou morts. Et du coup, une troisième guerre est déclenchée de 1855 à 1858. Officieusement, les Séminoles perdent. En vrai, la guerre ne s'arrête même pas officiellement, hein. Aujourd'hui encore, les Séminoles seraient en guerre contre les USA. Et en plus, la troisième guerre, elle s'arrête. Mais tu sais pourquoi elle s'arrête? Parce que les Américains, ils trouvaient plus personne à tuer. Et plus aucun village n'était habité. C'est dire à quel point ils ont été décimés. Et les Séminoles, à la base, ils étaient entre 8000 et 10 000 au max, ce qui était déjà pas énorme. Bref, à l'issue de ce conflit, une mini-zone dans les Everglades, un endroit carrément invivable, hein, est laissée aux Séminoles, parce que de toute manière, économiquement parlant, on pourrait rien en faire et qu'on se dit qu'ils vont bien finir par s'éteindre tout seuls. Concernant les Séminoles, on a une scission, hein, on a ceux de Floride hein, qui sont restés jusqu'au bout, et ceux qui ont accepté la déportation en Oklahoma. La façon dont les Américains font signer les traités est souvent discutable. Hein. Soit ils ne sont pas compris par les indigènes, soit on prend des petits chefs, hein, voire carrément pas des chefs, pour leur faire signer des papiers au nom de leur peuple tout entier. Certains chefs sont achetés ou enivrés, et une fois la signature faite pour les USA, c'est irrévocable. Hein. Le droit prime et est applicable immédiatement. Donc de leur côté, aux Américains, ça a de la valeur pour soumettre les tribus. Côté indigène, pour faire valoir les promesses signées par écrit, c'est notre histoire. Hein. Les Séminoles brisés, le gouvernement américain démobilise rapidement des soldats de Floride parce qu'une autre préoccupation gronde, le soulèvement de certains États. 1861, c'est le début de la guerre civile américaine. Guerre civile à laquelle choisissent de participer certaines tribus amérindiennes. Encore une fois, au risque d'être du mauvais côté de l'histoire, hein, comme par exemple les Mohicans. Hein. J'avais encore jamais vu crever autant de monde. Qui n'ont pas participé à la guerre civile, mais ils ont à chaque fois choisi le mauvais allié blanc. Le président Lincoln se retrouve donc à devoir gérer le sud qui veut détruire le nord et l'ouest, les Sioux, hein, qui depuis 1854 sont en guerre à cause d'une foutue vache. Si, c'est pas des conneries, hein. Une saloperie de Mormon a perdu une vache qui est allée dans un camp Miniconjou, qui est une tribu Lakota qui appartient à la qualification des Sioux. Le Mormon, il a eu peur, hein. Entre-temps sa vache s'est faite bouffer, il est allé dire à l'armée qu'on lui avait volé, l'armée s'est pointée, le chef du village a proposé 2 chevaux en guise de dédommagement, ce qui est un très bon paiement. Hein. Le Mormon, il a refusé. Le commandant de l'unité américaine, hein, c'était un péteux fraîchement sorti de West Point, hein, pressé d'en découdre. Du coup, les soldats, ils ont attaqué, hein, ils se sont fait défoncer, ils sont tous morts, hein, et depuis, c'est la guerre. Et alors là, c'est des batailles incroyablement épiques et tragiques aussi, avec des boucheries hein, comme celle de Sand Creek hein, qui impacte les Cheyennes. Tu as la bataille complète dans l'épisode 1 avec tout le contexte hein, si ça t'intéresse, ou encore celle de Little Bighorn. Le problème majeur là, c'est que tu as des soldats américains qui proviennent de la guerre de sécession. C'est souvent des types endurcis, violents, alcooliques, qui ont une haine profonde des Indiens sans distinction et qui veulent du sang. C'est souvent d'ailleurs plus des mercenaires et des miliciens que réellement des soldats professionnels hein, qui font 1 an ou 2 et qui quittent l'armée. L'autre truc, c'est que la guerre civile, elle a modernisé l'armement et les stratégies militaires. Là où les Amérindiens, les Sioux, les Cheyennes et les Arapaho en l'occurrence, ils n'ont pas tant changé. Mais il ne faut pas croire que c'est facile pour autant pour l'armée américaine. Hein. Taper sur les tribus sédentaires de l'Est, bon, c'était déjà pas facile, mais là, dans les Grandes Plaines, c'est un calvaire. Les Indiens, ils sont insaisissables grâce à leurs chevaux. Leur doctrine de guerre, c'est les raids. Donc les prendre en bataille rangée, c'est compliqué. À vrai dire, l'armée est même en passe de perdre la guerre. C'est pourquoi à partir de 1850, la chasse aux bisons est ouverte, avec un seul mot d'ordre, les bisons ou les Indiens. L'idée, c'est d'assécher la principale source d'alimentation et de matériaux des tribus des plaines, pour les rendre complètement dépendantes du gouvernement. Mais les Blancs ne sont pas seuls responsables de la quasi-extinction des bisons en 20 ans, hein, puisque des grandes tribus comme les Comanches chassaient aussi de façon abondante, hein, parce qu'ils avaient compris qu'il y avait un petit billet à se faire, tu vois.
qu'il y avait un marché rentable de la langue et de la peau de bison. Donc ils sont rentrés dans le jeu capitaliste et ont participé à l'extinction de ces animaux. Du coup, ça canarde de partout, hein. Indiens, mercenaires, soldats, chasseurs de bisons et même les civils depuis le chemin de fer transcontinental qui relie Omaha à Sacramento en 1869. Et en plus, cette chasse, elle est vraiment horrible, hein, parce que naturellement, les troupeaux de bisons, en cas de danger, ils se rassemblent, ils ne bougent plus, hein, et les chasseurs, ils visent alors les poumons, parce que la tête, elle est trop dure à percer, même avec des grosses carabines. Donc il tire dans les poumons. Une fois touché dans le poumon, l'animal il suffoque lentement, hein, mais il ne meurt pas tout de suite. Ce qui permet à d'autres chasseurs de tirer sur d'autres animaux. Une fois l'agonie terminée, le premier bison qui a été touché, il finit par s'effondrer, ce qui peut alors créer une espèce de grosse panique qui fait fuir tout le troupeau. Et là, les écorcheurs, c'est les gars qui vont dépecer le bison, prendre les morceaux qu'ils ont envie de prendre. Ils n'ont plus qu'à suivre la traînée de cadavres asphyxiés pour les dépouiller. C'est pour ça que tu vois à perte de vue des bisons morts écorchés dans les westerns. C'est qu'en fait, ils meurent les uns après les autres en fonction du niveau d'asphyxie. C'est dégueulasse comme truc. En 1874, la violence monte d'un cran entre les Sioux et les États-Unis unifiés depuis 1865 et la fin de la guerre civile. De l'or est trouvé dans les Black Hills. C'est la fameuse ruée. Et là, on s'en fout des traités, hein, on s'en tape complètement du territoire indien. C'est open bar. Les colons, ils affluent en masse, épaulés par l'armée, qui assure la sécurité d'un convoi de caravanes discontinu de l'Est vers l'Ouest. Là encore, petite explication, les États-Unis, c'est des malins. Là où les Français n'ont pas su occuper le territoire, hein, parce que c'est grand et qu'il faut beaucoup de monde, hein, le gouvernement américain, il ne peut pas non plus contrôler militairement l'espace. C'est impossible. Alors, il fait des campagnes publicitaires pour donner envie aux Américains, mais aussi à toute la planète, de venir participer à la grande aventure de l'Ouest, devenir riche en trouvant de l'or et s'installer sur des terres fertiles, vierges et infinies. Ce qui fait qu'en avant-garde, face aux Indiens, on a des civils la plupart du temps, des familles avec des femmes et des enfants. Et pour les premiers peuples, c'était perturbant, parce qu'à la guerre, on n'emporte jamais toute sa famille. Et puis, ils ont construit une maison là. Bon, c'est notre terrain de chasse, mais on fait quoi? On les tue? Même les enfants? C'est comme ça que beaucoup d'entre eux, d'enfants, finiront adoptés par les tribus. Pour les guerriers indiens, c'était un sacré dilemme, parce qu'après tout, les civils, c'était des cultivateurs pour la plupart. Une fois installés, ils ne dérangeaient pas plus que ça. À cette époque, d'autres tribus satellites, moins importantes ou moins combattantes, comprennent que refuser au gouvernement américain signifie violence. Alors, elles signent des documents, elles prennent l'argent et elles partent là où on leur indique. Souvent dans le fameux territoire indien, une terre aride dont on pense tout bas qu'elle servira de mouroir final à ces peuples du passé. Sur 100 ans, les États-Unis ont signé un peu moins de 400 traités avec des nations autochtones. Une cinquantaine d'entre elles ont été chassées d'une manière ou d'une autre pour laisser place aux colons blancs qui ont pris le contrôle de leurs terres. 1877 achève définitivement la résistance des Sioux. Crazy Horse se rend avec 1000 de ses guerriers et meurt assassiné en prison la même année. Sitting Bull fuit au Canada mais revient aux États-Unis en 1881 et finit lui aussi assassiné en 1890 après avoir servi de clown indien pour le spectacle de Buffalo Bill à travers le monde. Les Cheyennes sont divisés, ceux du Sud acceptent la vie en réserve mais souffrent de malnutrition et de maladies. Ceux du Nord seront libres quelque temps, mais seront parqués en réserve à partir de 1884. Quant aux Arapaho, malgré leur faible implication dans la guerre, la bataille de Little Bighorn, ils étaient 5 Arapaho, on les force à intégrer la réserve des Shoshone avec qui ils entretiennent des rivalités ancestrales. Les Pawnees, qui sont alliés des USA, passent de 10 000 individus en 1780 à 600 en 1900. Comme les autres, ils finissent en réserve. Ça paye d'être alliés des Américains. La loi dans tout ça, c'est sans doute l'arme la plus redoutable des États-Unis, puisque c'est un outil d'égalisation entre les hommes qui est intelligible, c'est-à-dire que quand on te l'explique, on peut comprendre qu'elle est justifiée, qu'elle est nécessaire, sans forcément être égalitaire dans les rapports avec les premiers peuples. Imagine un match de foot. L'arbitre, Oncle Sam, est aussi le capitaine d'une des deux équipes. Déjà, il y a un problème. Mais avant le coup d'envoi, il annonce fièrement que le jeu sera parfaitement équitable. Même règle pour tout le monde, pas de favoritisme, promis juré. Sur le papier, ça sonne bien, chacun connaît les règles classiques du foot, tout le monde joue, soi-disant, à armes égales. L'arbitre, qui est aussi capitaine, brandit même son grand livre de règles, bien épais, en déclarant
Vous voyez, tout est écrit noir sur blanc, c'est juste pour chacun. Mais voilà, il y a un hic. Ce fameux livre de règles, Oncle Sam l'a rédigé tout seul, la veille, en cachette, sans consulter l'autre équipe. Dans ses nouvelles règles maison, il a discrètement décrété que son équipe à lui a le droit de marquer dans 2 buts au lieu d'un seul, que l'équipe adverse n'a pas le droit de tacler ses attaquants vedettes, qu'un but de son équipe vaut 2 points et que si son équipe est menée au score, la moitié de ses joueurs peuvent utiliser leurs mains pour jouer. Évidemment, l'équipe d'en face n'était pas du tout dans la boucle au moment de l'écriture des règles. Elle les découvre qu'en plein match lorsqu'un de ses joueurs se fait expulser pour avoir osé contester une de ses clauses absurdes. Tu l'auras deviné, ce match n'a rien d'équitable. L'équipe qui n'a jamais eu son mot à dire sur les règles se retrouve flouée du début à la fin. C'est exactement ce qui s'est passé avec la loi américaine, présentée comme l'arme la plus puissante du pays. On la vante comme neutre, universelle et raisonnable, mais elle n'a jamais été conçue avec la participation des peuples autochtones. Ces peuples se retrouvent donc comme l'équipe lésée, obligés de jouer selon des règles imposées et biaisées, pendant qu'on leur répète que la loi est la même pour tout le monde. Une belle promesse en théorie, mais une sacrée mauvaise blague dans la pratique, qui a servi de justification à la conquête impériale des États-Unis d'Amérique. Comme la loi est hors d'atteinte pour les peuples indigènes, les États-Unis utilisent parfois des traités truqués pour déplacer les autochtones et installer des colons blancs à la place. Ils le font en montant les tribus les unes contre les autres, par exemple en incitant une tribu alliée à reconnaître qu'une tribu ennemie vit sur un territoire qui ne lui appartenait pas à elle, à la tribu alliée justifiant ainsi la vente du territoire par cette tribu alliée aux États-Unis, qui pourront attaquer en toute légalité parce que propriétaires d'un terrain cédé contractuellement. Tu vois l'idée? Je sais pas si je suis clair là sur ce coup-là. On va prendre un exemple. Bob, il détient 2 hectares. Jane lui pique 1 hectare. Oncle Sam, il se pointe et il dit à Bob, mais c'est pas à toi normalement ce 1 hectare que possède Jane? Bob, il dit « Ouais, c'était à moi il y a 5 lunes ». Donc Oncle Sam, il lui répond « Tu veux dire qu'ils occupent illégalement ton territoire, c'est ça? Combien tu me le vends ?» Bien sûr, comme il est déjà occupé, il vaut un peu moins cher. Disons 3 $ et 10 pelles en acier, c'est bon? Bob, il dit « Ouais, ok ». Alors Oncle Sam, il se pointe chez Jane et il lui montre le contrat de vente. Bien sûr, Jane, elle proteste, mais Jane, elle est hors la loi et elle se fait péter la... Voilà un peu le petit manège de la loi. Ce qui n'exclut pas quelques victoires juridiques côté amérindien. Les Cherokees, par exemple, ils ont vu leur gouvernement démantelé par la Géorgie à cause de la concurrence qu'ils faisaient aux planteurs de coton. Ils ont porté l'affaire en Cour suprême, le juge Marshall a statué en faveur des Cherokees, mais le président Andrew Jackson n'a pris aucune mesure pour faire appliquer cette décision. What's his name? That is his name, sir. Asshole. Major Asshole. And his cousin? He's an asshole too, sir. Gunner's mate first class Philip Asshole. How many assholes we got on this ship anyhow? Pire que ça, il a dit publiquement, le juge Marshall a pris sa décision, qu'il essaie de l'appliquer maintenant. Démerde-toi, quoi. Le problème de la loi, c'est que c'est pas la Cour suprême qui commande l'armée, c'est le président. Sans l'exécutif, la justice peut pas faire grand-chose. Et là, l'exécutif, c'est Andrew Jackson. Peu de temps après, Jackson déporte les Cherokees. Elle est belle, la loi universelle pour tous. Les terres vacantes sont rapidement occupées par des planteurs de coton et leurs esclaves. Il y a bien quelques chiffres qui courent ici et là, mais en fait, on ne saura jamais vraiment combien de vies ont été détruites par ces déportations. Ce nettoyage ethnique, étatique, documenté et légalisé, il a servi de modèle sinistre à un certain Hitler qui s'en est inspiré un siècle plus tard, évoquant le Mississippi comme modèle pour la Volga. Donc tu vois, à ce stade, d'une simple lettre de Christophe Colomb, on a attiré toute l'Europe guerrière sur le continent américain. Par chance pour les Européens, les maladies, dont on ne connaissait pas grand-chose à l'époque, ont massacré les populations locales. Et derrière, ils ont pu coloniser, profitant des vides laissés par les épidémies. Comme ils le faisaient déjà en Europe, ils se sont foutus sur la tronche, mais sur le continent américain, en utilisant en plus les tribus. Ensuite, il y a eu le putsch des colonies anglaises qui a donné naissance à un héritier spirituel de l'Europe. Pour imaginer un peu le truc, et parce que j'ai vu les films Aliens il n'y a pas très longtemps, ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait marrer. C'est comme si chaque pays européen, c'était les espèces de mains aliens là, qui sautent et qui pondent les œufs. Le continent américain, c'est l'hôte, c'est l'humain, quoi, tu vois. Et l'alien affreusement visqueuse, méchante et agressive qui en sort, c'est les États-Unis. Attention, dans l'équation, je ne dis pas que les premiers peuples
c'est des anges, hein, mais c'est eux qu'on est venu attaquer, tuer, empoisonner, exploiter, exproprier, violer, torturer, esclavager, etc. etc. hein. Ils ne sont pas venus en canoë en Europe pour gratter le sol de Provence et trouver de l'or. Hein. Soyons clairs, hein, je ne veux pas être taxé de wokiste, hein, des massacres, des choses affreuses, il y en a eu des deux côtés. Hein. Mais le résultat, c'est des peuples et des cultures qui ont été effacés de la carte et de l'histoire. Et à la place, qu'est-ce qu'on trouve? De nouvelles nations toutes puissantes, inspirées du modèle européen. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est un fait. On reprend l'histoire, hein, parce que ça s'arrête pas là. On a la fuite des Nez Percés en 1877. Et surtout, les guerres Apaches qui ont mobilisé beaucoup de troupes américaines de 1849 à 1886. Alors beaucoup de troupes, pas parce que les Apaches sont très nombreux ou d'excellents guerriers, hein, mais parce qu'ils sont encore une fois insaisissables. Tout espoir de victoire autochtone disparaît définitivement à la reddition du dernier leader combattant, Geronimo, qui sera déporté avec son peuple en Floride, où il sera un peu le clown symbolisant la fin du sauvage et la victoire de la civilisation. En 1894, il sera transféré dans le territoire indien où il mourra sans jamais revoir sa terre natale. Et en 1907, le territoire de l'Oklahoma et le territoire indien fusionnent pour donner le 46e État des États-Unis. Les tribus ayant accepté la déportation contre une terre à eux vivront désormais en Oklahoma, un État américain. Au Canada et dans le Grand Nord, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Mais je t'invite à regarder la vidéo sur les Inuits parce que justement, elle couvre un peu l'ensemble de l'histoire de ces peuples du Nord jusqu'à nos jours. Tu verras les abus qu'ils ont subis, qu'ils subissent aujourd'hui et le sombre avenir vers lequel ils semblent se diriger à cause des États-Unis et de la Russie. Pareil pour l'Amérique du Sud, j'ai fait l'impasse sur énormément de choses. Donc à voir si on fait une partie 2 ou si je comble avec l'histoire de tribus plus tard sur la chaîne, comme je l'ai fait avec les Timucua par exemple. Je sais pas ce que tu en penses, ça m'intéresse d'ouvrir le débat dans la section commentaires. Est-ce que tu penses que les peuples d'Amérique auraient pu conserver leur territoire? Genre sans les épidémies par exemple, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Et même après, tu vois, les Aztèques et les Incas par exemple, admettons, il y avait l'effet de surprise, bon, ils disparaissent. Mais sur la côte est des États-Unis, ici, dès les premières colonies, tu vois, les premiers bateaux, les premiers colons ou explorateurs, s'ils avaient été direct massacrés, ben comment l'Europe aurait réagi? Parce que ça coûtait des thunes, mais de rien, ce genre d'expédition, ils se seraient peut-être lassés au bout d'un moment en se disant que les types sont morts en mer. En plus, en Europe, avec Napoléon, toutes les ressources auraient été allouées à la guerre. Hein. Je sais pas, je me demande ce que ça aurait pu être, quoi. Avec 100 ans d'isolement de plus, tu vois, est-ce qu'on aurait assisté à la naissance d'un, je sais pas, d'un Gengis Khan Comanche ou d'un Charlemagne Lakota qui aurait permis d'unifier des sortes de proto-nations un peu, tu vois? Ou est-ce que tu penses que culturellement parlant, on était si différents que ça serait jamais arrivé? Après tout, sans les Espagnols, c'est vrai qu'il n'y a pas de chevaux aussi. Hein. On se retrouve en bas de la vidéo pour en discuter, ça va être rigolo, je sens qu'on va se marrer. Je voulais aussi en profiter pour remercier tous ceux qui prennent le temps d'aller sur la page Tipeee, laisser un petit don, franchement ça aide beaucoup la chaîne, je vous remercie du fond du cœur. Pareil pour les abonnés premium, c'est génial, vous êtes au top, vous êtes super, vous me soutenez depuis un petit moment déjà maintenant et c'est adorable et je vous embrasse et je fais pas assez pour vous, je le sais, je réfléchis à comment faire pour faire plus. Et les abonnés normaux, alors normaux c'est pas péjoratif du tout, je vous aime aussi, je vous adore, je vous remercie pour votre soutien, pour votre participation dans la section commentaires en permanence. Vous êtes des amours, j'ai une super communauté, je suis super content, je prends un plaisir fou avec cette chaîne et vous êtes passionnés et passionnants. Si tu ne connais pas la chaîne Clan et Tribu et que tu es intéressé par l'histoire en général de petits groupes d'hommes et de femmes qui réalisent des choses incroyables, t'es au bon endroit. Clan et Tribu, c'est exactement pour toi. Pense au petit like, au petit commentaire. Moi, je te dis à la prochaine. Sur ce, je m'arrête. Ciao! Oh, Senhor, tu sabes que